J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Déplacement au Japon, en Corée du Sud, au Vatican, à Chypre, en Grèce, voilà quelques extraits de l'agenda d'avril d'Emmanuel Macron. Le président était aussi en Ariège hier lundi pour parler santé et réindustrialisation, puis à Andorre pour honorer une tradition établie par le général de Gaulle. Jean-Marie Colombani, le chef d'État à la bougeotte ? Ce qui est normal, c'est quand il sort des frontières, qu'il va à l'étranger, puisque par définition, c'est le domaine quasi exclusif du président de la République sous la Ve République. Et donc, même en période de cohabitation, et là, il n'y a pas cohabitation parce qu'il a un Premier ministre qui lui est favorable, mais même en période de cohabitation, il est admis que le président de la République gère l'essentiel, c'est-à-dire gère les relations internationales et donc se déplace beaucoup. Ce qui est un peu plus surprenant, mais encore, ce sont des déplacements à l'intérieur parce que ce sont des thèmes précis sur telle ou telle activité, sur telle ou telle difficulté de tel secteur, et où donc là ressurgit un petit peu le Premier ministre ou le président touche à tout. Donc ça, c'est évidemment éventuellement plus discutable, mais je pense que aujourd'hui, plus personne n'y fait vraiment attention. À tort, s'agissant de l'étranger, peut-être pour des raisons un peu plus fondées, s'agissant de la scène intérieure. Ce qui est en même temps difficile pour Emmanuel Macron, c'est à la fois de constater justement qu'il a assez peu d'écoute, mais surtout de voir que les gens à qui il a donné naissance, au fond, qui l'ont accompagné, qui ont été ses ministres, sont déjà à l'heure du bilan des 10 ans, et c'est un bilan qui n'est pas très enthousiasmant, ni même très favorable. Notamment les plus en vue, je pense à Édouard Philippe, lorsque Édouard Philippe était allé jusqu'à suggérer le départ du président de la République, là où sa démission. Je pense évidemment à Gabriel Attal, qui a sorti un livre qui tourné autour de la personne de Gabriel Attal, mais au fil de ce livre, il y a des jugements et des anecdotes très sévères sur le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron. Sévérité que l'on retrouve dans le livre de Bruno Le Maire, qui lui a été pendant 7 ans ministre des Finances, et qui là aussi met en cause la gouvernance façon Macron, qui est tout sauf enviable. Alors avec la blessure particulière pour Gabriel Attal d'avoir été si peu de temps Premier ministre, et avec la blessure particulière pour Bruno Le Maire de n'avoir pas su emporter la décision quand il recommandait une loi de finances rectificative qui eût été bien nécessaire pour combattre la glissade de la dette. Il n'a pas obtenu satisfaction, donc il restera Bruno Le Maire, le ministre de la dette, alors même qu'il avait essayé de faire barrage sans être écouté par Emmanuel Macron. Donc voilà, tout cela mélangé, ça fait un paysage qui est quand même globalement difficile pour le président de la République. Et oui, voir le bilan tiré alors qu'on est encore quand même à 1 an de la présidentielle, c'est un peu raide. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a fait 2 mandats bien distincts ? Est-ce qu'il y a une nette distinction entre le premier et le second ? Oui, on peut tout à fait dire cela, parce que le premier mandat, au fond, on peut se dire est globalement, malgré tout, couronné de succès, parce qu'il était centré sur la politique de l'offre. Et le chômage a reculé, puisque la politique de l'offre sert, entre autres vertus, à faire reculer le chômage, et était centré aussi sur l'Europe, sur les enjeux européens. Et sur les enjeux européens, on peut considérer aussi que les choses ont progressé et que Emmanuel Macron avait gardé une capacité d'initiative non négligeable. Ça, c'est pour le premier mandat. Le second mandat, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe liée à la dissolution et à ce qu'elle entraîne, les conséquences qu'elle entraîne, notamment sur la destruction du cadre politique habituel de la France, du paysage politique du pays qui a souffert au premier chef de cette dissolution. Avec au milieu de ce mandat-là, l'épisode des Gilets jaunes, qui est l'acte vraiment de rupture, qui symbolise et manifeste la rupture des Français avec le président de la République. Une rupture de popularité, rupture d'estime et j'allais dire presque marginalisation du président de la République. Ça, c'est un acte vraiment essentiel. Enfin, c'est un moment essentiel dans tout cela.
Et ce sont des tâches indélébiles. Vous pensez que tout ça va rester dans la mémoire des Français ? La dissolution, oui, parce qu'elle continuera d'emporter des conséquences. Mais pour autant, ça n'est pas ce qui restera le plus marquant, si on regarde les choses aujourd'hui avec un petit peu de recul. Vraisemblablement, ce qui sera le plus marquant, c'est le discours de l'île Longue. C'est-à-dire le jour où il se déplace pour un sous-marin nouvellement préparé, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et où il redéfinit la vision française de l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de la dissuasion nucléaire, avec l'appui de 8 autres chefs de gouvernement européens. Donc il avait parfaitement préparé son affaire, et ce qu'il énonce, c'est-à-dire la France comme recours au fond, alors que les États-Unis sont en train de s'éloigner, la France et l'arme nucléaire française comme recours au bénéfice de ses plus proches partenaires européens, ça n'est jamais au fond que l'aboutissement des jalons qu'avait posé De Gaulle lui-même sur ce terrain, et c'est en même temps un tournant majeur, c'est presque le prolongement de ce qui existait, mais c'est vraiment un acte fondateur majeur de ce qui dominera d'ailleurs les doctrines françaises dans les années qui viennent. Donc je pense que ça va rester comme un legs d'Emmanuel Macron. Oui, le discours de l'île Longue qui a été prononcé assez récemment, c'était début mars 2026, donc sur cette île de Bretagne, et Emmanuel Macron s'exprimait sur les évolutions de la dissuasion nucléaire française. L'annonce principale du président de la République, c'était d'étendre les capacités de dissuasion nucléaire française aux principaux alliés européens. Et ça, c'était tout récemment, c'était début mars 2026. On y avait d'ailleurs consacré un édito politique à ce moment-là. En revanche, il y a quelque chose auquel je ne crois pas, s'agissant d'Emmanuel Macron, c'est qu'il puisse se succéder à lui-même en 2032, parce que c'est dans son esprit manifestement. Et ses conseillers ou des gens qui sont proches de lui se plaisent à décrire un scénario dans lequel il nommerait, ou plus exactement dans lequel son successeur serait Jean Castex, son ancien Premier ministre, qui concourrait à ce moment-là à l'élection présidentielle et de façon victorieuse, et qui assurerait une sorte de transition avec un nouveau mandat d'Emmanuel Macron qui, à ce moment-là, constitutionnellement serait possible en 2032, un peu comme le schéma qu'avait utilisé Vladimir Poutine, c'est-à-dire je deviens moi-même Premier ministre, mais je passe au Premier ministre le flambeau de président et je reviens 5 ans plus tard. Alors ça n'a rien à voir, mais ce genre de scénario qui est bâti en ce moment autour de lui, à mon avis, doit être écarté parce que je ne vois pas les Français redemander du Macron après la rupture qu'il y a eu entre Macron et les Français. On peut jurer de rien en politique, mais néanmoins, c'est un schéma que je trouve assez illusoire. Ça marche en Russie, mais ça ne marchera pas en France. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. On se retrouve vendredi avec Alain Frachon pour Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.